Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien. Nous allons démarrer notre session. Je suis Sabine Touré. Voilà, je suis chargée des formations au sein de ADC. ADC, c'est la structure, c'est le cabinet qui nous permet d'être là en ce moment. Et je crois que nous croyons que cette session sera des plus enrichissantes pour chacun de nous. Voilà, ce seront 1 heure, bon, c'est 1 heure, 1 heure de partage, 1 heure de session intense, de moments d'apprentissage. Et nous croyons que ce sera l'occasion pour chacun de nous d'apprendre quelque chose de spécial. Voilà, je voudrais, de prime abord, avant de laisser la parole à Aubin, Monsieur Zo, présenter le cabinet qui nous fait l'honneur de bénéficier de ce type de formation. Alors, comme vous le savez, le thème, c'est réussir sa transformation de l'expérience client, erreurs à éviter et bonnes pratiques. Et nous avons deux éminents, je dirais, speakers spéciaux, voilà, que nous allons avoir l'occasion d'écouter. Mais avant, nous sommes ADC. ADC, c'est Afrique Development Consulting. Nous sommes un cabinet déjà, nous avons deux activités principales, la formation et l'intermédiation financière. Donc, nous sommes spécialisés dans la formation continue de tout ordre. Donc, puisque nous sommes agréés FDFP, voilà, FDFP, c'est une structure d'agrémentation de formation. Nous sommes également agréés PECB, qui est une institution internationale également dans le même ordre de capacité que le FDFP. Voilà. Et nous permettons, voilà, à la plupart, à tout employé, à tout personnel, à toute personne dans une entreprise de bénéficier de formations spéciales. Et nous sommes également dans l'intermédiation financière. Nous accompagnons toutes les PME, toutes les entreprises à la recherche d'un financement. Et nous accompagnons également toutes les entreprises à la recherche d'une structuration financière, une structuration organisationnelle, etc., etc. Donc, merci à vous pour votre attention et je laisse la parole à Monsieur Zou. Votre micro n'est pas ouvert, Monsieur Zo. Merci bien. Alors, donc, comme je disais, merci bien, Madame Kagoui, pour la brève présentation du cabinet ADC. Je suis Aubin Zo, chargé de communication et chef de projet digital chez ADC. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, 22 mai, nous assistons à un énième webinaire organisé par ADC et la thématique que nous allons aborder est principalement dédiée à l'expérience client. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet à travers le contexte. Et comme vous le savez très bien, à l'heure où les consommateurs sont de plus en plus exigeants, connectés et volatiles, l'expérience client est devenue un levier stratégique majeur qui permet aux entreprises de pouvoir se différencier, fidéliser, créer de la valeur durable. Donc, réussir sa transformation de l'expérience client ne se résume pas seulement à digitaliser un service ou à automatiser des réponses. C'est vraiment une démarche globale qui implique la culture d'entreprise, les processus, la technologie et surtout l'écoute réelle client. L'objectif de ce webinaire aura pour but de pouvoir comprendre les fondamentaux de l'expérience client, de pouvoir identifier les erreurs et savoir comment les éviter, également de pouvoir découvrir les meilleures pratiques et s'inspirer d'expériences concrètes. Et pour ce faire, nous avons la chance d'accueillir à nos côtés deux speakers qui auront plutôt cette grâce, si je peux le dire ainsi, de pouvoir nous partager leur expérience, mais également aborder cette thématique et nous permettre de ressortir avec des notions, mais également des actions concrètes pour pouvoir avoir un impact sur notre entreprise. Nous allons, dès l'instant,
permettre à nos deux speakers de pouvoir se présenter. Et l'honneur revient aux dames. Je vais laisser la parole à Madame Tano de pouvoir se présenter et ensuite Monsieur Meto prendra le relais. Merci bien. Non, merci, je prends l'honneur aux dames. Mon nom, c'est Julie Tano-Larson. Je suis consultante principale du cabinet Conseil CX. Nous sommes installés à Montréal, au Québec, au Canada, et on existe depuis 2019. On fait principalement, en fait, non, même pas principalement, on ne fait que de l'expérience client. On aide les entreprises justement à adopter cette culture centrée sur le client qui, pour nous, est en 2025 l'un des rares leviers différenciateurs qu'une entreprise peut avoir. C'est un peu ça que je peux dire concernant ma personne et notre cabinet. Ok, super. Merci, Madame Tano. Donc, Monsieur Meto, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Je suis Cyril Meto, dont je suis le référent pays en matière d'expérience client pour le groupe AFG Bank. Donc, pour la filiale du Cameroun, je suis le responsable de la stratégie expérience client. Donc, c'est un véritable honneur pour moi d'échanger avec Madame Tano, Julie, et vous sur un plateau prestigieux parce que c'est un véritable honneur et j'espère vraiment que tout au long de cette heure, on va vraiment chacun s'enrichir de ce que c'est la vraie valeur de l'expérience client par rapport à tout ce qui est projet de transformation CX pour les entreprises, pour les grandes, pour les petites et vraiment pouvoir sortir de là avec une réelle plus-value sur l'importance de l'expérience client. Super. Merci pour vos différentes présentations. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et je voudrais préciser aux participants de ne pas hésiter à laisser les questions dans le chat durant les échanges avec les speakers. Et juste après les échanges, vous aurez l'occasion de pouvoir poser vos différentes questions en live, bien entendu, après avoir épluché les différentes questions que vous avez laissées dans le chat. Alors, nous allons commencer par la première question qui est adressée à M. Meto, afin de permettre à tous de pouvoir mieux comprendre, ou au moins avoir une notion claire de ce qu'est l'expérience client. Je souhaiterais que tu nous définisses clairement cette notion. Qu'est-ce que l'expérience client? Très bien, merci Aubin. Alors, c'est une question super intéressante parce qu'elle a tellement de variantes. Alors, moi, j'ai coutume de le dire dans mes différents écosystèmes que l'expérience client, c'est l'ensemble des émotions qu'on fait vivre à un client lorsqu'il entre en interaction avec notre institution. Et quand je parle d'institution ici, je ne fais pas illusion uniquement aux entreprises. Ça peut être le petit commerce, ça peut être l'indépendant. Donc, vraiment, l'expérience client, ce sera l'ensemble des éléments qu'on va mettre ensemble pour permettre que le client qui entre en interaction avec nous ne reparte pas, qu'on devienne pour lui l'endroit idéal où il pourra à chaque fois solliciter un avis, effectuer ses opérations, faire ses achats, qu'on soit son conseil. Donc, pour moi, l'expérience client, c'est vraiment ça. C'est l'ensemble des émotions positives, bien évidemment, qu'on va faire vivre à un client pour qu'il nous soit fidèle, pour qu'il soit un ambassadeur de notre marque, un ambassadeur de notre institution. En quelques mots, déjà, voilà ce que je peux dire pour moi, ce que c'est que l'expérience client. Après, c'est tellement vaste, mais dans mes écosystèmes, c'est ce que je prescris comme définition de l'expérience client. D'accord, c'est bien noté. Madame Tando, quel est votre point de vue sur cette notion? Comment vous définissez cette notion? Alors, en fait, je suis tout à fait d'accord avec la notion qu'a énoncé Monsieur Meto. Par contre, ce que je dirais, c'est que l'explication qu'il a donnée, c'est ce que nous, en tant qu'entreprise, on veut que ce soit l'expérience client. Donc, notre capacité de gestion de l'expérience client, ça va être ça. Pour le client, donc si on se met de l'autre côté, pour moi, le client, oui, c'est la somme de toutes les interactions, mais c'est même pas seulement les interactions du client. C'est toutes les interactions d'un individu
qu'elle soit directe ou indirecte avec une entreprise, un commerce, une organisation. Parce qu'avant de devenir votre client, vous avez quand même des interactions avec moi et mes interactions avec vous peuvent même déterminer si oui ou non je vais devenir votre client. Donc, pour un individu, c'est l'ensemble des interactions directes ou indirectes qu'il a avec une entreprise. OK. Je pense que c'est clair pour chacun de nous. Et je pense que nous allons continuer avec vous, Madame Tano. Vu que vous avez défini l'expérience client, du côté du client, ce serait intéressant qu'on puisse avoir une différence entre ces différentes notions. On entend souvent parler de relation client, de service client et bien entendu d'expérience client. Selon vous, quelle est la différence en fait entre ces différentes notions? Relation client, service client et expérience client. Alors, je vais partir de l'expérience client et de l'explication qu'a donnée M. Mito, qui en entreprise est une stratégie qu'on doit mettre en place. Donc, l'expérience client, c'est d'abord une stratégie, une vision globale et stratégique de l'organisation. Pour faire de l'expérience client, on va faire de la relation client, qui, elle, consiste à créer une relation, donc un lien relationnel avec notre clientèle à nous, à travers tous les canaux qu'on a de communication. Et je vais terminer avec le service à la clientèle qui, lui, est très opérationnel. Donc, c'est la manière dont l'entreprise va répondre à un besoin du client. Donc, c'est toujours réactif. Le service à la clientèle, il reste réactif. Un client a une demande, a un besoin. L'entreprise y répond à partir de son service à la clientèle. Alors que l'expérience client en elle-même, donc ce que je dis tout le temps, c'est que l'expérience client, c'est la maman. Et puis, la relation client et le service à la clientèle, ce sont les enfants. Et plus vous faites de l'expérience client, moins vous avez à faire du service à la clientèle parce que vous êtes dans la proactivité et non dans la réactivité. OK, OK, d'accord. C'est très clair. Est-ce que monsieur Mito souhaiterait ajouter un point ou Ce serait difficile de mieux le dire, hein. OK, super. Ce serait difficile de mieux le dire. C'est D'accord. bien, c'est très clair, c'est précis. Mon complément ok. ici, c'est... Alors, OK. Youpi! OK, attends, je pense qu'il y a un participant qui... Oui, OK, je crois que c'est OK. Mhm. Mon complément ici, ce serait essentiellement de préciser que, effectivement, l'expérience client, c'est la maman. Là, c'est indéniable. Et le service client, c'est vraiment la main ouvrière. C'est vraiment cette équipe-là qui sera chargée de prendre en charge le besoin du client et de l'adresser. Et je vais plutôt faire un commentaire sur la partie relation client. Parce que la partie relation client, que je vais décaler un peu du service client parce que la relation client, ce n'est pas que l'unité qui va être chargée de prendre en charge, je me répète un peu, de prendre en charge le besoin du client. Va être tentaculaire parce qu'elle elle ne concernera pas qu'une équipe, mais elle concernera toutes les personnes qui font partie de l'institution. Ça va de l'agent de sécurité jusqu'au directeur général, qui sont les tentacules qui font l'expérience client de toute l'entreprise. Donc, c'est vraiment très bien dit. C'est difficile de commenter plus que ça. Mais je pense que là, on voit très bien les différentes variables, hein, entre le service qui est vraiment la main ouvrière, la relation qui est l'ensemble des interactions et l'expérience client qui est effectivement la maman qui va mettre en place toute la stratégie et qui, dans son essence même, va faire en sorte que si elle est bien déclinée, qu'on ne soit pas en train de réagir, mais plutôt à chaque fois en train d'anticiper, de proposer des besoins qui n'existent même pas encore dans la tête des clients. OK, super. Vu que nous sommes en Afrique, ou du moins, oui, vu que nous sommes en Afrique, merci pour votre réponse. Selon vous, pourquoi l'expérience client est devenue de plus en plus un enjeu stratégique pour les entreprises, notamment en Afrique? Alors, je Allez-y. dirais qu'en fait, Oui, c'est même pas juste en Afrique, c'est oui, partout, pas tout à fait. présentement. Il y a pendant longtemps, les éléments différenciateurs, c'était le produit ou le prix. On s'entend. OK?
Aujourd'hui, avoir une différence de prix ou de produit, c'est temporaire. C'est très, très éphémère. Je veux dire, enfin, on avait quelqu'un d'une banque, c'est très, très difficile de trouver des banques qui ont des produits qui sont quasiment pas similaires à quelques étapes près. OK? Donc, ce n'est pas là que le client va voir la différence entre ce que la AFG offre et un autre concurrent, par exemple. Là où ça va faire la différence, c'est dans la perception du client, dans sa perception de l'expérience qu'il vit avec vous. Donc aujourd'hui, pour nous, on considère que l'un des rares éléments différenciateurs qu'une entreprise peut avoir, c'est l'expérience qu'il offre à sa clientèle. Et on peut avoir des entreprises du même secteur d'activité qui ont des expériences clients différentes. Ça dépend du choix d'expérience client que l'entreprise choisit d'offrir en fait à sa clientèle. Ok, d'accord, super, super. Alors, donc, je pense nous allons avancer et parler des principaux malentendus ou des confusions. Allô? Est-ce que vous me recevez? J'espère que vous Oui, me recevez. Oui, Aubin. on vous reçoit. Super. Alors, donc, Monsieur Méto, selon vous, quels sont les principaux malentendus ou confusions que les entreprises font autour de la notion d'expérience client? Très bien. Alors, là, c'est d'expérience que je vais le dire. Pour moi, un des principaux malentendus qui est souvent évoqué, du moins qui est souvent constaté par les entreprises, c'est de se dire que, OK, on a une tendance mondiale aujourd'hui, comme Julie l'a dit, c'est pas seulement un sujet de l'Afrique, c'est un sujet mondial. Mais après, aujourd'hui, l'Afrique prend conscience réellement qu'il faut aussi bien faire les choses. Donc, ce que je vais dire, c'est que le point qui est fait aujourd'hui, du moins qui est identifié pour moi comme un principal malentendu, c'est que les institutions, les entreprises ou les petits commerces vont se dire qu'OK, aujourd'hui, on parle d'expérience client. Il faut que j'ai de l'expérience client dans mon unité pour être bien vu. Donc, on va mettre une équipe en place qu'on va appeler expérience client pour répondre à un besoin du marché qui est un besoin illusoire en réalité parce que on va mettre en place une équipe expérience client pour dire que nous aussi on fait de l'expérience client. Donc, le premier malentendu, c'est que plusieurs entreprises vont créer une équipe, ils vont chercher un ou deux gars, ou bien vont créer un service client pour dire, OK, nous aussi, on fait de l'expérience client. Alors qu'en réalité, c'est toute une stratégie, c'est toute une vision managériale, c'est tout un plan d'action qu'il faut concevoir, c'est un ensemble sur des volets technologiques, organisationnels qu'il faut concevoir et qu'il faut penser en amont. Donc, le premier malentendu, c'est de dire, OK, on va chercher sur le marché quelqu'un qui sait bien parler au client, qui est gentil, qui est bienveillant, qui est accueillant, et on pourra dire que oui, on fait de l'expérience client. Ça, c'est un des premiers malentendus qu'on peut avoir. Un autre malentendu qu'on va régulièrement retrouver aussi sur le marché, c'est de se dire, OK, on recherche quelqu'un qui va traiter les réclamations des clients. Donc, on est en train d'adresser un sujet spécifique où on veut quelqu'un qui, lorsque le client va se plaindre, on va dire, allez voir le monsieur là pour les réclamations, c'est lui. Et derrière, dans la perception à l'intérieur de l'institution, on va penser qu'on est en train de faire de l'expérience client. On va penser que on a mis en place une organisation expérience client au sein de l'institution, alors ce n'est absolument pas le cas. Donc ça, je vais peut-être m'arrêter là pour pouvoir profiter aussi des lumières de Julie en matière de malentendus. Mais voilà deux éléments déjà qu'on retrouve très régulièrement dans les sociétés en matière d'expérience client. Ok, d'accord. Je vais rappeler aux participants de ne pas hésiter à laisser des questions dans le chat et nous ferons le plaisir de pouvoir les transmettre aux speakers. Madame Tano, je pense que monsieur Alors, Beto a... premièrement, il a quand même bien dressé la table, effectivement. Oui. Ma première question, en fait, mon premier ressenti, je dirais, pour les pays francophones, parce qu'il y a quand même une différence entre les pays francophones et les pays anglophones au niveau de l'expérience client en Afrique en particulier, c'est que souvent, les départements expérience client vont être des pompiers. Ils vont être là pour éteindre des feux. Donc, ils n'ont pas ce côté stratégique qui permet justement de faire réellement de l'expérience client. Comme M. Méto l'a dit, beaucoup d'entreprises ont un département expérience client qui va faire des réclamations. Okay?
Alors que oui, la réclamation, c'est du service à la clientèle, on s'entend. L'autre grosse confusion que je trouve aussi, c'est que au niveau des comités de direction, il y a très peu de comités de direction qui comprennent ce que c'est que l'expérience client. Ils vont avoir une perception que c'est du service à la clientèle. Et là, la faute nous revient à nous, gens de l'expérience client, parce que je considère que c'est à nous de démontrer la pertinence et la valeur à ajouter de l'expérience client. Donc, prendre l'expérience client comme du service à la clientèle, c'est 24 heures sur 24 dans les pays francophones. C'est la plus grosse erreur. Ouais. Ok, super. Donc, je pense que vous avez déjà cité pêle-mêle les erreurs ou les pièges fréquents qui sont observés dans les différents projets. Et pour cela, je pense qu'on va aborder un sujet qui est assez important. Parce que depuis le début de cette session, on parle d'expérience client, de différents projets, des différentes erreurs et autres. Et j'aimerais bien savoir comment peut-on mesurer en fait l'efficacité d'une stratégie d'expérience client. Madame Tanou. OK. Alors, là, ça me fait un peu sourire parce que par définition, tout le monde va se dire, ah, c'est le NPS. Okay? C'est la valeur sûre un peu partout, le NPS. Oui, le NPS mesure la volonté d'un client de vous recommander parce que vous êtes une entreprise qui offre un service qui, selon cet individu, est excellent. Mais dans les faits, est-ce qu'il vous recommande réellement? Donc, on a beaucoup d'unités de mesure qui sont connues comme le NPS, qui est le Net Promoter Score, pardon, qui veut dire que l'individu vous recommanderait. Ça, c'est ce que 99,9% des individus connaissent dans le domaine de l'expérience client. On a le score de satisfaction qui lui aussi est un élément de base qui évalue le degré de satisfaction du client sur des points spécifiques en termes d'interaction. OK? Moi, ce que je dis aux gens, c'est que ce sont, oui, des valeurs sûres de mesure, mais elles mesurent ce qui s'est passé après que ça se soit passé. On s'entend. C'est-à-dire le NPS, quand le client vous le donne, c'est parce qu'il a fini de faire une transaction avec vous et il vous dit ce qu'il en pense. Alors, ce que je suggère aux gens, c'est d'utiliser des unités de mesure pour ce qui se passe à l'interne. Et souvent, ça va être des unités de mesure qu'on connaît déjà, genre est-ce qu'on est capable, comment est-ce que l'expérience client, par exemple, impacte le panier moyen du client. Donc, ce sont des valeurs claires, précises et qui montrent la plus-value de l'expérience client au-delà du NPS et du CSAT qui dit que le client est content. Parce que, comme on l'a dit au départ, en fait, l'expérience client, pour que ce soit stratégique. Si on veut être stratégique, il faut qu'on puisse impacter les coûts et les revenus de l'organisation. Tant et aussi longtemps qu'on reste dans du oui, nos clients sont contents, c'est très bien, mais la plus-value, personne ne la voit réellement. Donc, il faut aller chercher des indicateurs de performance qui ont de la plus-value en termes financiers aussi pour l'organisation. D'accord. Donc, en réalité, il y a vraiment matière en fait en termes d'efficacité. Monsieur Beto, je pense que vous vouliez aborder, nous répondre à cette question avant Madame Tano. Je pense que vous avez maintenant la parole pour en fait. Oui, 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 tout à fait. C'est une question qui est très intéressante et surtout aujourd'hui, c'est une vraie question pour les décideurs. Donc, Madame Tano l'a dit un peu plus tôt sur la question précédente aujourd'hui, lorsque les entreprises décident de mettre en place l'expérience client, au niveau du comité de direction, on n'a pas vraiment la perception de ce que c'est. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il faut regarder et situer, je vais utiliser ce mot, et situer la vraie valeur de l'expérience client, ce qu'il faut se dire, c'est que ça commence par une vision stratégique. Ça commence par une vision stratégique. Si déjà on décide dans une entreprise de mettre en place l'expérience client et que quelque part, on estime qu'on vient résoudre le problème du traitement des réclamations, après, ce sera difficile de voir la vraie valeur de, de, de la mise en place de l'expérience client. Par contre, lorsqu'on est vraiment sur une stratégie où on veut améliorer globalement notre positionnement sur le marché, notre réputation, nos chiffres,
Dès qu'on va dire chiffre, ça va interpeller les décideurs. Dès qu'on dit chiffre, tout de suite, le regard va changer. Donc, moi, ce que je vais dire, et je vais m'appuyer sur le fait qu'elle a parlé du NPS, effectivement, tout de suite, le NPS, il va venir constater. Il va juste venir constater. Stratégiquement, pour qu'on puisse bien voir la valeur de l'expérience client, je pense quand même qu'on peut utiliser le NPS, tout simplement parce que sur une part de clients enquêtés ou qui sont entrés en relation pour un service ou une prestation, ou à travers même un réel client, si on est prospect, on a quand même une possibilité de se dire que à travers le NPS, on peut faire une simulation des personnes, des clients, des individus qui peuvent recommander notre institution et qui vont consommer nos produits. Maintenant, si on connaît bien notre base de produits, leur coût sur le marché par rapport à la concurrence, on peut à partir de là faire une simulation de ce que va nous rapporter rapporter la recommandation de ces clients-là. Après, à côté du NPS, on va coupler la CSAT qui va mesurer tout simplement la satisfaction des clients à chacune de ces interactions-là. Et ça va aussi permettre à l'entreprise de se dire, OK, j'ai 100 clients, je prends comme ça au pif. Sur mes 100 clients qui vont venir, bon, moi je suis dans le secteur bancaire aujourd'hui, sur 100 clients qui vont venir en agence pour une opération à la caisse ou bien pour l'ouverture d'un compte ou pour demander un crédit, je ne sais pas trop quoi. Donc, je vais m'assurer de prendre le ressenti de ces clients-là après leur passage à l'agence. Il y en a 45 qui vont me dire, ça s'est bien passé, on a été accueillant avec moi, on m'a traité, on m'a servi dans les délais, oui, c'est bon. Et il y en a 51 qui vont me dire, bon, je vais dire, il y en a, oui, 51 qui vont me dire, c'était pas vraiment ça, j'ai perdu trop de temps, la caissière, elle prend tout son temps, l'agent d'accueil, il parle pas avec courtoisie et tout ça. À partir de ce moment-là, je peux faire aussi une autre analyse sur ces deux populations-là pour voir que si j'ai 100 clients qui sont dans mon portefeuille, j'en ai 49 qui vont potentiellement être une source de revenus sur les produits que je mets sur le marché, une source de revenus stable et pérenne. Et j'en ai 51 qui vont être une source de revenus que je peux potentiellement perdre si justement tout le mécanisme d'expérience client ne se met pas en place. Donc, à partir de ce moment-là, avec quelques petites expertises techniques au sein de l'institution, je peux déjà évaluer ce que je vais perdre sur les 51 clients. Donc, c'est une manière de voir. Mais en réalité, c'est un exercice qui, qui est très méticuleux et qui demande d'avoir des outils, qui demande d'avoir une compétence qui dépasse justement la compétence du service client. D'où la nécessité vraiment d'éviter le malentendu lorsqu'on veut bâtir une entreprise centrée sur l'expérience client parce que sinon après, on va se louper, on aura recruté des équipes et à un moment donné, on ne pourra pas mesurer ou évaluer l'apport réel pour l'entreprise. Et ça, et Julie l'a dit aussi, c'est des expertises dont nous qui sommes des piliers de l'expérience client, on a la responsabilité de pouvoir expliquer, de pouvoir présenter les enjeux afin que dans la stratégie, on puisse réellement voir qu'est-ce que ça vient apporter à l'entreprise au niveau de l'image de marque par rapport à la concurrence, au niveau de la notoriété, au niveau de la réputation au niveau, et là, vous me permettez, je prends encore l'exemple sur le secteur dans lequel je suis, au niveau du risque réglementaire, parce que le non-traitement des demandes des clients a aussi un risque réglementaire en fonction des secteurs d'activité où c'est bien balisé. Donc, ces éléments-là peuvent quand même déjà nous permettre d'avoir une idée de si notre expérience client est efficace, de si elle est rentable, de si on pose des actions qui permettent réellement d'avoir de la valeur. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais apporter sur ce point-là. Aubin, je pense que ton micro est encore en mute. Ok, super. Donc, ok. Donc, Monsieur Beto, vous avez abordé la question du secteur bancaire dans lequel vous évoluez. Je voudrais en même temps vous poser une question. Est-ce qu'au quotidien, dans le cadre de vos différentes missions, il y a vraiment des challenges que vous rencontrez comment
dans la mise en place de l'expérience client. Parce que je pense que vous Oui, avez voilà. abordé la question du leadership, de l'implication du personnel, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas en fait limité à une petite équipe, mais qui est vraiment transversal en fait. Allez-y. Oui, tout à fait. Désolé de t'avoir interrompu, Aubin. Effectivement, alors, une des choses les plus marquantes et ce qui est un peu dommage parce que, selon moi, dans la mise en place de l'expérience client, ça vient en amont. Donc, c'est pratiquement un prérequis, c'est la culture d'entreprise. Ça veut dire quoi? Si je choisis d'aller sur l'expérience client, je commence pas par recruter. Bon, il faut recruter quelqu'un pour faire ça, bien évidemment, mais je ne commence pas par dire que je veux des unités qui vont traiter les réclamations, je veux qu'on me mesure le NPS, je veux qu'on me mesure la CSAT, je veux mettre des affichettes un peu partout, je vais travailler sur les parcours clients. Ça, c'est le niveau 2. Donc, en niveau 1, il y a donc ce qu'on appelle la culture d'entreprise. C'est comment est-ce que je prépare d'abord les salariés, les employés à dire, écoutez, désormais, on va faire de l'expérience client parce que ça implique une transformation directe du mindset en interne, une transformation de la posture. Et quand je parle de posture ici, je ne parle pas que de la posture physique parce que on a bien des endroits où, ne serait-ce que la posture physique te dit, je préfère que tu ailles là-bas, ne viens pas ici m'embêter. Donc, ça, c'est un point qu'il faut traiter. Mais je parle aussi de l'état d'esprit, de la connaissance même des produits. C'est pour ça que je parle de culture d'entreprise. Donc, un des premiers points de douleur dans la mise en place de l'expérience client, c'est ça. On décide de faire l'expérience client, on ne prépare pas les salariés à se dire, écoutez, avant on faisait comme ça, maintenant il faudrait qu'on fasse comme ça et leur expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire désormais de cette manière-là parce que ça va nous permettre d'améliorer notre relation avec les clients, de gagner en temps, d'augmenter nos revenus, d'améliorer notre positionnement sur le marché. Donc, pour moi, le premier point, et je vais peut-être déjà commenter que celui-là, c'est le mindset, donc c'est la culture. Commencer par parler aux salariés et leur dire où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut être positionné et pourquoi on a besoin de faire ça. D'accord. Est-ce que, Madame Tano, vous souhaiterez aborder, vous qui accompagnez Oui, les entreprises dans le domaine de l'expérience client, en général, quels sont les challenges que je- vous rencontrez? ben en fait, c'est un très gros challenge, la culture. Le challenge de la culture vient du fait qu'il n'y a pas réellement de vision expérience client. Et la vision d'une entreprise en termes d'expérience client, c'est qui la détermine? C'est le comité de direction. Dans la plupart des comités de direction, quand vous allez leur demander, OK, pour vous, c'est quoi l'expérience client dans votre entreprise? Ils ne savent pas. Alors, si on ne définit pas c'est quoi pour nous l'expérience client, on ne peut pas aller créer une culture qui est basée sur cette vision. OK? Et donc, il y a ce problème de culture, là, effectivement, qui vient du fait qu'il n'y a généralement pas de vision. Le deuxième challenge que je vois pour les personnes qui exercent en expérience client, c'est, puisqu'il n'y a pas cette culture et cette vision, ils ont beaucoup de difficultés à être transversales. Donc, à pouvoir toucher tous les autres départements. Alors que l'expérience client, c'est d'abord dans le back-office que ça se traite. C'est d'abord dans le back-office que ça se règle. Parce que les personnes qui sont en front sont des exécutants. On s'entend. Il peut sourire au client, il peut dire au client bonjour, etc., etc. Cependant, si la procédure, par exemple, pour compléter un prêt bancaire est supposée être de, je sais pas moi, 10 jours et que 98% du temps, ça prend 3 mois, il a beau sourire au client, il ne peut pas régler l'expérience de ce client-là. Donc, il faut que l'expérience client, le département expérience client soit capable d'être transversal et c'est un gros challenge parce que s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de commitment, d'engagement de la part du comité de direction. Donc, il n'y a pas d'engagement de la part des différents directeurs des différents départements. Et donc, s'il n'y a pas d'engagement chez eux, leurs employés ne trouvent pas pertinent qu'on vienne les déranger avec l'expérience client parce que pour eux, ils sont dans le back-office, ce n'est pas leur problème. Donc, c'est un des gros challenges qui existent en fait présentement en Afrique francophone, là, dans le domaine de l'expérience client. Ok, super. Je pense on en a parlé de plusieurs challenges. Et maintenant, nous allons passer à une autre étape.
La première partie, c'était vraiment de parler des différents fondamentaux de l'expérience client, du contexte, de ce qui se fait, que ce soit dans le monde ou en Afrique, les différentes difficultés rencontrées au quotidien. Et maintenant, nous allons partir à la deuxième, nous allons entamer la deuxième partie qui consiste en fait à la mise en œuvre et aux différentes astuces concrètes, au-delà de ce qui a été dit. Alors, la question suivante est adressée à monsieur Betou. Elle consiste à savoir quels sont les piliers ou les étapes clés d'une stratégie d'expérience client réussie. D'accord. Alors, quels sont les piliers d'une stratégie de l'expérience client? Très bien. Le premier pilier, c'est, j'ai envie de dire, la réceptivité. Je le dis comme ça à chaud, sans être euh, dans une posture très académique. Je dirais la réceptivité, tout simplement parce que lorsqu'on décide, et c'est ce qu'on se dit là depuis, lorsqu'on décide de mettre en place l'expérience client au sein d'une institution, il faudrait que ce soit en totale cohérence avec la ligne top management du directeur général jusqu'au collaborateur, on va dire le moins gradé. Donc, ça, c'est le premier pilier. Il faudrait que tout le monde, ou on va dire la culture, je ne sais pas quel est le mot qui, en fonction de comment ça vous parle le plus. Donc, c'est vraiment ça, le premier pilier. Il faudrait que tout le monde soit dans la même vision. Ça, c'est la première chose. Si on a la vision, on va avoir la réceptivité des équipes et on pourra décliner. Je vais vous prendre une petite anecdote en attendant, avant de chuter sur les autres piliers. Lorsque je suis arrivé dans la banque et qu'on m'a présenté comme étant le patron de l'expérience client pour la filiale, il y a quelques collègues qui m'ont dit, mais ton truc là, c'est quoi? Ça sert à faire quoi? Concrètement. Donc, à partir de ce moment-là, on peut déjà mesurer quel va être le niveau de difficulté. Et quelques mois après, ayant commencé à mettre en place mes petits éléments, on a un autre collègue qui va me dire, donc maintenant, là, pour les réclamations, s'il y en a, on vous envoie. Donc, c'est pour dire un peu que l'interprétation de ce que c'est l'expérience client, on dit, OK, maintenant, il y a un monsieur là, c'est lui qui fait l'expérience client. Lui, il estime de son point de vue que s'il y a une réclamation, désormais, il va envoyer ça chez moi pour que je traite. Donc, c'est vraiment de dire le premier pilier, c'est cette déclinaison stratégique-là au sein de l'entreprise de manière très transversale pour que tout le monde adhère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la stratégie expérience client en elle-même. Ça veut dire qu'en fonction du secteur d'activité, si je décide de mettre en place l'expérience client, il faut que je regarde mon marché. Il faut que je regarde mon marché, il faut que je regarde mon écosystème. Parce que ce qui a marché chez A ne va pas marcher forcément chez B. Donc, je dois regarder mon environnement. Je dois écouter mon client. Donc, dans mon deuxième pilier, c'est ça. Comment est-ce que je me positionne par rapport à mon écosystème? Que me demande mon marché? Du coup, en sachant ce que demande mon marché, et ça se fait par les enquêtes clients, les clients mystères, les veilles concurrentielles. Donc, à partir de ces éléments-là, que me demande mon marché? Et là, je monte dans ma stratégie. Donc, c'est ma stratégie. Le deuxième pilier, c'est la stratégie en elle-même, qui est vraiment la responsabilité de nous qui sommes les principaux acteurs de l'expérience client pour les institutions. Le troisième pilier, parce que nous sommes en 2025, nous sommes dans un nouveau millénaire, c'est la technologie. C'est impossible aujourd'hui de faire une stratégie expérience client si on n'a pas les moyens. Bon, peut-être on va dire les moyens, vous m'excuserez. Peut-être on va dire les moyens parce que ça permet de faire plusieurs déclinaisons pour pouvoir mettre en place sa stratégie. Donc, on va dire le troisième pilier, c'est d'avoir quand même les moyens de mettre en place sa stratégie parce que derrière, il y a des aspects technologiques, il y a des aspects ressources humaines, il y a des aspects organisationnels qu'il faudra prendre en considération. Et enfin, le quatrième pilier, c'est le client, qui en réalité peut être le pilier zéro parce qu'on met une stratégie pour le client. Donc, le quatrième pilier, ce sera le client.
aujourd'hui, est-ce qu'on connaît nos clients? On parle beaucoup, il y a un terme très générique qu'on utilise dans plein de sociétés, c'est le Know Your Customer, le KYC. Est-ce qu'on connaît nos clients? Donc, je dois mettre une stratégie en place. Si je veux avoir des piliers solides, je dois quand même connaître mon client. Donc, voilà, pour ne rester que sur quatre hein, et peut-être pas prendre trop de temps de parole sur ce volet-là. Voilà quatre D'accord. piliers que je pourrais évoquer. Donc, on a le client, on a les clients, on a les moyens, on a la stratégie elle-même qui doit correspondre et qui doit pouvoir répondre au marché dans lequel je suis positionné. Et on a la déclinaison, donc on a l'adhésion de l'institution à vouloir faire de l'expérience client. D'accord. Merci, Monsieur Bédou. Madame Kanou, tout à l'heure, nous avons parlé de NPS. NPS. Est-ce que vous pouvez nous définir rapidement cette notion? Alors, le NPS, c'est un indicateur de performance des entreprises dans la capacité d'un client à aimer tellement l'entreprise qu'elle pourrait en être un ambassadeur. Il y a une question bien type qu'on pose pour le NPS. Recommanderiez-vous notre entreprise à vos amis ou à vos collègues? Donc, on peut la décliner d'une manière X ou Y. Et il y a une méthode spécifique pour la calculer. Donc, il y a le client évalue l'entreprise entre 0 et 10. OK? Il donne des points à l'entreprise, donc 0 à 10. Et d'ailleurs, entre parenthèses, une bonne pratique, ce serait de ne pas mettre des couleurs sur la barre que le client doit utiliser. Parce que si tu me dis de 0 à 6, c'est en rouge, ben je sais tout de suite que ce n'est pas là-bas que je dois aller, c'est vers le bleu. OK? Donc, on donne au client le choix de répondre en choisissant la note qui lui convient entre ces chiffres-là. Tous les clients qui nous donnent jusqu'à 6, on les considère comme des détracteurs. Donc, comme des personnes qui ne vont absolument pas nous recommander parce qu'on n'est pas assez pertinent dans notre service, dans l'expérience qu'on leur offre. Les clients qui vont nous donner 7 ou 8, on va les considérer comme des passifs. Donc, qu'on existe ou qu'on n'existe pas, ils trouveraient bien le moyen de satisfaire leur service. Et la note 9 et 10, ce sont nos promoteurs, donc nos potentiels ambassadeurs de l'entreprise. Et pour déterminer notre score de NPS, on prend le ratio des clients qui nous ont donné 9 et 10, moins ceux qui nous ont donné entre 0 et 6. Et la note qui va apparaître, elle peut être négative, bien sûr, si on a plus de détracteurs que de promoteurs, va être notre score NPS. C'est une valeur qui est souvent utilisée parce que il y a beaucoup de benchmarks en Afrique qui se font sur le NPS. OK? Puis je vous dirais que il y a à peu près 10 ans, c'était la chose à faire. C'était le NPS que tout le monde connaissait. C'était la notion la plus importante. Sauf que depuis quelque temps, il y a quand même quelques voix dissidentes en fait qui sortent du lot et qui remettent en question la numérotation du NPS. Parce qu'il y a des pays où on ne donne, en tout cas, moi, ce qu'on m'a dit d'ailleurs, puis je trouve c'est pertinent, dans certains pays de l'Afrique francophone, quand tu vas à l'école, tu ne vas jamais avoir un 9 ou un 10. Je veux dire, tu as beau être super performant, le maître ou le professeur te donnera un 8. OK? Donc, de calquer le 0 à 10 pour tout le monde, si dans un pays, la note 9 et 10 est quasiment jamais utilisée, que quand j'ai un super bon service, je donne un 8, on s'entend que pour le NPS, mes clients sont des passifs. Je n'ai pas d'ambassadeur. Okay? Lorsqu'on on pose la question du NPS, il ne faut pas s'arrêter à cette question-là. Il faut permettre au client de nous donner du verbatim, donc de nous dire pourquoi il nous a donné cette note-là. Parce que tant aussi longtemps qu'on n'a pas de verbatim, on ne peut pas savoir c'est quoi qui fonctionne, c'est quoi qui ne fonctionne pas. Okay? Donc, c'est un peu ça le NPS présentement. Puis, je vous dirais qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur l'utilisation du NPS qui est faite par le client et même par les entreprises. Parce qu'il y a des entreprises qui vont être tellement évaluées sur le NPS qu'elles vont tricher, en fait, si tu veux,
elles vont offrir des bonbons aux clients leur disant, ben, on vous envoie un questionnaire, si vous nous donnez 9 ou 10, on va vous offrir un rabais, on va faire ci ou ça. Donc, à la fin de la journée, le mandat même du NPS qui était de mesurer la pertinence du produit, donc la pertinence du client en tant qu'ambassadeur, elle perd de sa valeur parce que les humains, comme toujours, ont trouvé le moyen de tweaker la chose. Oui, effectivement. Effectivement. C'est la chose que tu peux apprendre là-bas. Voilà, c'est l'égalité, tu de regarder partout tous les fois. OK. Alors, donc, je pense que au fur et à mesure que nous avançons, il y a des questions qui sont en train d'être posées par les différents participants. Et nous sommes pratiquement à la dernière partie des échanges avec les speakers. Parlant du NPS, vous avez vraiment précis, vous avez vraiment aussi noté le fait qu'il y a souvent des entreprises qui essaient de pouvoir influencer les, comment on appelle, disons, leurs clients dans le choix ou du moins dans l'évaluation et autres. Et c'est clair que c'est vraiment pas pertinent puisqu'au final, l'idée c'est de pouvoir vraiment évaluer l'expérience client dans le but de pouvoir améliorer en fait, dans le but de pouvoir l'améliorer pour le bonheur de la clientèle. Et cette, comment on appelle, cette réponse donc, que vous venez de donner avec l'expérience que vous venez de partager m'amène en fait à poser la question suivante. Selon vous, avec l'évolution de la technologie, on parle d'intelligence artificielle également, je pense qu'il y a monsieur Métaux qui a parlé de culture d'entreprise, je pense qu'il a également parlé aussi de processus et autres. Selon vous, par quoi il faut commencer? Est-ce qu'il faut commencer par la culture? Est-ce qu'il faut commencer par la technologie? Est-ce qu'il faut commencer par les différents process? Et pour terminer, en même temps, à cette question, en fait, je pourrais en fait ajouter une autre question. Selon vous, si une entreprise en fait souhaitait vraiment entamer le processus de transformation de l'expérience clientèle, par quoi elle devait commencer? Qui répond? Alors, je pense que... allez-y, Madame Tano, allez-y. Désolé. Okay. Je vais laisser Cyril répondre parce que j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser Cyril commencer. D'accord, allez-y, monsieur Cyril. Ok, très bien, avec plaisir. Donc, par quoi il faut commencer? Donc, je prends d'abord cette question-là. Parfois, il faut commencer. Je pense qu'il faut commencer par une inspection ou une enquête du marché. Je m'explique. Lorsqu'on décide de faire de l'expérience client, c'est parce qu'on estime que aujourd'hui, le marché est de plus en plus serré. On est sur l'environnement bancaire. Rien qu'au Cameroun, et je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire où j'étais en tout début d'année, rien qu'au Cameroun, il y a 20 banques. Et Julie l'a dit au début dans son propos, quand on regarde les produits qui sont proposés, en réalité, le gap, c'est peut-être 2000, 1500 sur les produits, mais ils sont pratiquement tous identiques. Donc, l'expérience client, c'est vraiment cet élément de différenciation. Pourquoi Cyril va préférer aller chez AFG Bank pour faire sa demande de crédit plutôt que d'aller chez un confrère? Donc, ça va vraiment être cet élément-là. Donc, la première chose que je vais recommander, par quoi il faut commencer, c'est vraiment enquêter son marché. Je commence par enquêter mon marché. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de savoir qu'est-ce que je viens challenger, qu'est-ce que je viens apporter en plus, quelle est la cible à laquelle je vais m'adresser, que disent les concurrents sur le marché, que disent les clients, que veulent les clients. Donc, je commence par ça. Je récupère, je fais des enquêtes, je fais des benches. Et ces éléments-là, une fois que je les ai, je fais une cartographie des priorités parce qu'on appelle ça la voix du client. Elle a parlé de verbatim tout à l'heure. Donc, j'ai ma mosaïque de la voix du client recueillie à partir de cette enquête du marché. Et je sais dire, OK, les clients aujourd'hui dans le secteur bancaire, voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent plus de digital. Ils ne veulent plus venir passer des heures à l'agence. Ils veulent avoir leur crédit en 24 heures, en 48 heures. Donc, ça, c'est ce que le client veut. Et je regarde le coût de ce que ça me coûterait de mettre ça en place. Je regarde le coût de ce qui est proposé sur le marché entre mon institution et la concurrence. À partir de là,
je conçois ma stratégie. Et ma stratégie aura donc ces orientations-là pour dire, OK, aujourd'hui, pour mon institution, j'ai besoin d'être un peu plus robuste sur la technologie parce qu'on fait trop de manuels. Donc, on a quand même besoin de digitaliser certains parcours clients. On gagnerait en temps et donc on répondrait plus aux besoins des clients qui vont nous dire, ça prend trop de temps pour mettre en place un crédit. Et ça répondrait aussi au problème du client qui dit, j'ai besoin de pouvoir faire mes opérations à distance. Donc, première étape, j'enquête mon marché. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je bâtis donc ma stratégie. Une fois que j'ai bâti ma stratégie, je ne le fais pas seul. J'ai les équipes marketing, j'ai les équipes comptabilité, j'ai les équipes du réseau qui vont me faire des simulations pour savoir si est-ce que l'effort ou l'investissement que je m'en vais faire sur le marché nous permet de rester rentable. Donc, vous voyez, ce fil conducteur-là me protège de dire, OK, je vais acheter des ordinateurs, je vais acheter les bornes, je vais acheter les tablettes, je vais mettre des robots, je vais acheter des solutions IA que je vais déployer partout sur mon réseau. Et après, qu'est-ce que je fais? Je me casse les dents parce que, un, je n'ai pas les clients pour venir les utiliser. Deux, j'ai du coût en matériel que je n'ai pas, sur lequel je ne pourrais pas faire un retour d'investissement. Trois, les concurrents, ils font ça depuis bien longtemps. Donc, en réalité, je n'apporte pas de plus-value. Donc, je suis dans un fil conducteur, j'enquête, je monte la stratégie et derrière, je vais commencer à mesurer. Donc, en termes de par quoi il faut commencer, je dirais, il faut commencer par enquêter. Il faut commencer par enquêter, ensuite monter sa stratégie. Une fois qu'on a monté sa stratégie, on peut maintenant la décliner. Et la déclinaison commence en interne, d'où le point sur la culture d'entreprise, c'est de dire, écoutez, les gars, désormais, voilà où on va. On va être leader du marché. Donc, pour être leader sur le marché, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on soit beaucoup plus diligent dans nos process. Il faut qu'on revoie un peu nos parcours clients. Je trouve que l'ouverture de compte, c'est trop long. On doit pouvoir ouvrir le compte en 30 minutes. Qu'est-ce qu'il nous faut? À partir de là, on sait vraiment où on va et qu'est-ce qu'on adresse. Et de là, on répond précisément à un besoin qui a été exprimé par le marché. Donc, pour moi, voilà un peu le séquencement de ce qu'il faut faire. Et après, bien sûr, avec des outils de mesure, on va venir vérifier si on est efficace. On va voir si on augmente nos revenus, si on augmente notre population de clients. Si on augmente la population de clients, on sait ce qu'on vend. Donc, on saura automatiquement mesurer qu'est-ce qu'on a augmenté sur nos revenus. Donc, là aussi, on va répondre aux besoins, au point de rentabilité de notre stratégie expérience client. Voilà ce que je peux dire pour permettre à Julie aussi de nous apporter toute son expertise sur le point. Je sais que c'est des sujets qu'elle maîtrise très bien, donc je vais moi aussi m'enrichir là tout de suite de ce qu'elle va nous apporter comme complément. Ben, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut partir d'une analyse, OK? Et il faut, dans notre analyse, prendre en considération effectivement la voix du client. Donc, essayer d'avoir un programme robuste de la voix du client qu'on met en place pour pouvoir récolter l'information. Le point que je vais peut-être rajouter, c'est qu'au niveau de notre stratégie, il faut que notre stratégie supporte la stratégie de notre organisation. OK? Si on est dans une stratégie d'acquisition, ben, les choix qu'on va faire en termes stratégiques, expérience client, doivent supporter l'acquisition de nouveaux clients. Si on est dans une stratégie de réduction des coûts, ben, on va faire des choix parce que de toute façon, il y en aura tout le temps des problèmes. Donc, il faut prioriser. Donc, les priorités stratégiques qu'on va choisir doivent permettre de supporter la stratégie de l'entreprise telle qu'elle est déclinée dans le plan stratégique de notre organisation. Maintenant, concernant la question de est-ce que c'est les process qui viennent avant ou c'est les outils, etc., mais je veux dire, ça va de soi dès le maintenant, après tout ce qu'on a dit, que c'est d'abord la culture d'entreprise. La technologie, c'est un outil qu'on doit utiliser. Et puis d'ailleurs, il faut qu'on l'utilise à bon escient parce que quand il y a eu l'intelligence artificielle, ben, tout le monde est rentré dedans. Quand il y a eu les chatbots, tout le monde est rentré dedans. Et vous vous retrouvez deux fois avec des chatbots où le client reste dans un cercle vicieux et puis il ne sort pas du chatbot parce qu'on ne l'a pas fait de manière à ce que ce soit pertinent pour le client. Puis le client est encore plus frustré, donc on n'est pas en train de créer une expérience positive. Donc oui, d'abord cette culture d'expérience client qui veut qu'on se pose tout le temps cette question. Est-ce que les changements que je veux mettre en place affectent mon client? Comment ils affectent mon client? Si la réponse
c'est qu'il affecte positivement ou de façon neutre, on continue sur notre lancée. Si ça crée un nouveau point de friction, on fait une pause et on s'arrête. Avec ça, je vais rebondir sur un point qui est essentiel quand on fait de l'expérience client. Il faut définir nos personas, donc nos différents clients, et il faut définir les parcours clients. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent l'expérience client et puis ils ont commencé. Tant qu'on n'a pas les parcours de notre client, on ne sait pas c'est quoi les points de friction réels. On ne sait pas c'est quoi le service blueprint, donc comment ça se passe en entreprise par rapport à ces interactions-là. Et donc, pour travailler, on priorise à l'aveugle. OK? OK. Donc, c'est ça. Ce sont les points que je veux. Donc, en gros, en fait, la technologie, c'est vraiment C'est un outil qui doit venir vraiment après. il doit venir après, parce qu'après la définition du personnel, le parcours client et autres, ce sont les enquêtes et autres, ce sont des actions qui sont vraiment primordiales. Alors, je pense que nous sommes pratiquement au thème des échanges. Il y a une série de questions qui ont été posées par nos internautes. Il y a certaines questions déjà dont les réponses ont été déjà données déjà lors des échanges. Je vais essayer de lire la question suivante. Elle est intitulée comme suit. En parlant de la valeur ajoutée de l'expérience client, comment pouvons-nous évaluer le gain financier que l'expérience client apporte à l'entreprise? Madame Tano, la question vous est adressée, ou du moins ça. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, le gain financier, vous allez pouvoir le déterminer en faisant un genre de breakdown. D'abord, déjà en partant, il faut savoir c'est quoi ce qui se passe en entreprise. Ce que je dis tout le temps aux gens en entreprise, si vous devez faire de l'expérience client, vous devez être ami avec le directeur des ressources humaines, puis vous devez être ami avec le directeur du département financier. Parce que tout ce qui va être chiffre, ben, c'est lui qui va pouvoir vous le fournir. Donc, vous devez regarder l'expérience que vous voulez offrir à votre client. OK? Qu'est-ce que ça prend pour que je l'offre? Présentement, ça me coûte combien ou qu'est-ce que ça nous rapporte en entreprise en termes de coûts et de revenus pour mettre en place ce qui existe présentement? Si je fais de l'expérience client, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va réduire les coûts? Donc, le gain financier, il va être déterminé par ce que vous voulez mettre en place. Donc, il faut pouvoir, quand vous devez choisir votre stratégie, savoir exactement les coûts et les... Ah. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Alors, je pense que... Allô, Madame Tano? On vous reçoit, mais je pense que ça fait quelques secondes qu'on ne vous entend plus. Oui. Bon, le temps qu'elle puisse nous rejoindre. Mais donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette question pour qu'on puisse rapidement. Oui, tout à fait. Peut-être pour compléter, je pense elle avait déjà donné 80% des éléments de réponse. Dont la question disait comment on évalue le gain financier. Donc, je vais prendre un cas tout simple. Aujourd'hui, dans certaines institutions comme la nôtre, au niveau de l'expérience client, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle l'animation des bases clients. Ça veut dire quoi? J'essaie de placer un produit et je vais me servir des équipes de l'expérience client comme le call center ou le centre de relations clients pour appeler des clients pour leur dire, écoutez, on arrive à la période de la rentrée scolaire, venez prendre des crédits pour vos enfants, pour payer la scolarité. Et j'ai une base de clients qui est cible, qui a été travaillée par le marketing. Et j'utilise ça à dessein pour pouvoir embrayer sur des éléments de réponse sur quelques questions que j'ai vues aussi en bas. Donc, je vais travailler les équipes marketing qui vont me produire les bases de clients cibles par rapport aux produits que je veux animer. Et je vais appeler ces clients-là. Ça, c'est une activité de l'expérience client. Je vais appeler ces clients. Je vais leur expliquer ce que nous sommes en train de mettre en place. Je vais leur expliquer quel est l'intérêt de prendre leurs produits, nos produits, et je vais leur expliquer quels sont les avantages et les facilités qu'on a mis à leur disposition pour qu'ils puissent rapidement bénéficier de ce service-là. Donc, une fois que cela est fait, on va prendre des rendez-vous avec les clients, on va les accompagner, on va leur faciliter l'ouverture ou bien la validation de leur dossier.
Et ça, c'est une action qui va nous permettre d'économiser du temps de prospection côté commercial. Et une fois que les mises en place sont faites pour ces clients-là, on sait tout de suite mesurer taux de clients contactés, taux de clients réceptifs et taux de mise en place. Donc, c'est totalement chiffré avec la comptabilité. On s'est dit, OK, nous avons appelé 200 clients, 150 ont répondu à l'appel, 120 se sont montrés favorables et 99 ont souscrit au service. Donc, voilà la plus-value financière qui a tout de suite été constatée. Ça, c'est un volet, c'est un exemple. Il y en a plusieurs. Comme tout simplement le fait de pouvoir fournir un service rapide en agence va faire en sorte que, ou un service à distance à travers nos applications mobiles, nous avons AFG Bank aujourd'hui dans notre groupe qui marche super bien. Donc, on va permettre à travers les facilités qu'on offre aux clients sur ce service-là de ne pas venir en agence et de pouvoir faire ces opérations totalement à distance. Donc, c'est du temps gagné pour le client. C'est des commodités qu'on économise, nous, en tant qu'institution, en agence, en paperasse, en temps d'accueil, en mobilier qu'on préserve. Donc, tout ça, c'est être monétisé et ça peut permettre de voir tout de suite l'impact financier OK, sur super. notre produit. D'accord, merci bien. Je pense que Mme Tam nous a rejoint. Nous sommes pratiquement au thème de la session. Nous allons évacuer rapidement les dernières questions qui n'ont pas été répondues. La question suivante, dans une organisation non commerciale, par exemple une institution publique, qui choisit de faire de l'excellence client, l'important n'est pas donc la rentabilité, mais plutôt l'image, la création d'une relation de confiance. C'est quelle métrique faut-il aller où l'expérience client ne fonctionne pas telle que l'entreprise, où l'expérience ne concerne telle que l'entreprise, telle que les entreprises privées. Madame Tanou, je pense que vous avez des retours. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, il existe l'expérience citoyen, Okay, qui est justement destinée aux institutions, aussi bien aux institutions publiques, les mairies, les ministères, les organismes parapublics. Les organismes parapublics, ils vont généralement avoir des indicateurs KPI comme ceux qu'on connaît dans les autres organismes privés. Pour le secteur public spécifiquement, c'est effectivement la notoriété et enfin même pas juste ça, parce que par exemple, au Québec, il y a des villes qui font de l'expérience citoyenne parce qu'elles veulent garder leurs citoyens dans les villes. Qu'un citoyen dans une ville, il paye de la taxe, il paye de l'impôt foncier. Donc, ça a aussi un impact sur la perception. Parce que si, par exemple, quelqu'un demande, avant de venir m'installer à Saint-Lazare, ben, je vais demander aux gens qui vivent à Saint-Lazare, c'est comment Saint-Lazare? Donc, il y a aussi cette image qui fait qu'on va avoir plus de personnes qui vont venir chez nous ou plus de personnes qui vont s'en aller. Donc, effectivement, ça a aussi un impact sur les finances d'une municipalité, par exemple, de faire. Et donc, beaucoup de municipalités en Amérique du Nord font maintenant de l'expérience citoyenne. La manière dont on répond aux citoyens, aux besoins des citoyens, on vérifie comment ils se sentent dans la ville, on organise le parcours d'un nouveau citoyen qui s'installe dans la ville, on organise le parcours d'un citoyen qui vient chercher un permis de construire. En tout cas, c'est devenu extrêmement important. Il y a même des études aux États-Unis qui démontraient que quand on fait de l'expérience citoyenne, ça a un impact sur les élections, donc sur les personnes au pouvoir. Parce que même si c'est l'administration publique qui fait l'expérience citoyenne, mais les gens se disent, c'est parce que ceux-là sont au pouvoir qu'on nous traite aussi bien. Donc, ça a un réel impact sur les résultats des élections dans les différentes municipalités et même aux élections américaines, ça a déjà eu des impacts parce que le gouvernement américain maintenant fait dans les administrations, dans les ministères et tout ça, ils ont l'exigence de faire de l'expérience citoyenne. Allô? Allô? Oui, Aubin? Oui, je pense Oui, que... est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Et voilà, nous avons rencontré, j'ai rencontré un petit souci technique, mais là, je vous reçois parfaitement. Est-ce que vous me recevez? Oui. Très bien. Super. On reste rapidement, hein. Désolé pour les speakers, pour les participants. Il nous reste rapidement, on va évacuer rapidement deux questions et puis mettre fin à cette session qui est vraiment enrichissante. Et la notion d'espérance citoyenne, c'est une notion
qui est méconnu et au vu du partage, de l'explication de Mme Tanou, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant parce que l'impact est vraiment, est vraiment général en fait. Je vais vraiment souligner le fait que ça a même un impact en fait également sur ce que les entreprises essaient de faire puisque c'est vraiment quelque chose de vraiment global et autre. Alors, l'avant-dernière question, rapidement, elle est liée, elle est intitulée comme suit plutôt. Alors, elle est adressée à M. Meto. Quel rapport existe-t-il entre la fonction expérience client et la fonction marketing? Les deux fonctions ne se marchent-elles pas sur les pieds? OK. J'ai vu la question. C'est une très bonne question. Donc, avec ta permission, Aubin, je vais fusionner cette question avec la dernière qui dit quels sont les points de divergence, convergence entre le marketing relationnel et l'expérience client. Donc, le marketing et l'expérience client ne se marchent absolument pas sur les pieds. Dans la plupart des organisations, d'ailleurs, ce sont des départements qui sont regroupés ensemble. Mais en réalité, déjà, ils ne se marchent pas sur les pieds, ça c'est clair. Mais en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont des antagonistes d'une même branche, en réalité. Parce que le marketing a pour mission essentielle faire valoriser la marque, faire du chiffre, faire du revenu. C'est la mission essentielle du marketing, le placement de produits. La mission essentielle de l'expérience client, c'est de faire en sorte que le client vive la meilleure expérience dans ses interactions avec l'institution. Donc, il peut arriver très souvent que une orientation marketing ne cadre pas avec l'orientation expérience client. Mais après, c'est des points d'arbitrage qui ne sont absolument pas divergents où le marketing peut vouloir, par exemple, lancer un produit trop rapidement et là, l'expérience client dans son rôle de régulateur en interne va dire, OK, d'accord, plaçons ce produit sur le marché, mais est-ce que nos clients pourront utiliser ce produit? Donc, en réalité, l'expérience qui va venir un peu challenger le marketing, c'est de dire, OK, tu veux lancer ce produit, c'est bien, il va nous rapporter beaucoup d'argent, mais comment le client y accède? Si le client a un problème sur le service, comment est-ce qu'on règle le problème du client? Parce que ça, c'est l'essence même de l'expérience client. Donc, il faudrait que toute action marketing soit passée par une validation de l'expérience client. En réalité, tout simplement parce qu'on doit valider le parcours pour être sûr effectivement que le parcours il est fluide pour le client. Parce que si le parcours est fluide pour le client, le produit se vend mieux. Si le parcours est fluide pour le client, le produit se vend mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'il y a un problème ou s'il y a un dysfonctionnement sur le produit, après, c'est la main ouvrière de l'expérience client, à savoir le service client qui va encaisser tous les coûts. Et après, à ce moment-là, c'est souvent très difficile de retrouver un gars du marketing. On va dire non, l'expérience client va gérer, ils vont calmer le client. C'est souvent ce qui se passe. Donc, l'expérience client aura la responsabilité avant le placement du produit. Et ça, c'est aussi quelque chose qui doit être bien décliné au niveau du top management, c'est de dire, OK, on ne lance aucune initiative sans aviser l'expérience client parce qu'ils doivent baliser, ils doivent challenger si le parcours va permettre d'arriver. Ils ne viennent pas bloquer un produit, ils ne viennent pas se mettre en marge de l'orientation commerciale de l'entreprise, non. Ils viennent tout simplement s'assurer que ça va permettre aux clients de profiter du service que nous sommes en train de proposer. Donc, ce ne sont pas des antagonistes, c'est des fonctions qui ne se marchent pas dessus, mais qui sont vraiment des antagonistes et même souvent très complémentaires parce que lorsqu'il faut appuyer, j'ai parlé un peu tout à l'heure des call centers ou des centres de relations clients, lorsqu'il faut appuyer la vente d'un produit, c'est l'expérience client qui va le faire. Ils vont appeler les clients, ils vont faire la chat, on va faire des push, on va mesurer la satisfaction et on va venir dire au marketing, écoutez, votre produit là qu'on a laissé passer, voici ce que les clients pensent. Donc, s'il y a des ajustements à faire, il faudra pouvoir faire ces ajustements rapidement. Donc, ce sont des enfants d'une même mère qui doivent juste être bien managés. Mais ce que je veux dire pour clôturer là-dessus, c'est que l'expérience client aujourd'hui, nous sommes en 2025, doit être une institution, doit être un département fort, doit être un département indépendant qui doit pouvoir avoir un veto. Ce qui n'est pas encore le cas parce que le mindset n'est pas encore totalement au bon niveau. Ce n'est pas encore vraiment le cas dans la plupart des institutions, mais ce n'est pas des unités qui sont opposées, qui sont
ennemis, non. C'est vraiment les enfants d'une même mère, mais dont chacun doit savoir quel est son niveau de responsabilité et quel est l'impact in fine sur ce qu'on veut produire. Est-ce qu'on veut juste faire de l'argent ou est-ce qu'on veut faire de l'argent en faisant encore plus parce qu'on a des clients satisfaits qui vont nous rapporter d'autres clients. Donc, c'est là que se joue l'enjeu et c'est souvent parfois au top management de bien regarder comment on organise le fonctionnement de ces unités-là. Moi, ce que je prescris, et ce sera peut-être mon dernier propos sur le sujet, c'est que toutes les initiatives du marketing doivent être communiquées à l'expérience client. Pas pour que l'expérience client dise non, mais pour que l'expérience client évalue si, en tant que client, on est confortable et qu'il n'y a pas de point de friction sur le parcours. Après, la vente, elle devient toute naturelle. OK. C'est vraiment clair. Je, Allez-y, Madame Tatou, je rapidement. sais qu'on est quasiment à la fin. Je vais rapidement rebondir sur ce que Cyril a dit et puis je vais terminer avec la question de Marie Bikes, OK? Qui est, je pense, la dernière question. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Cyril dit. Le département expérience, la fonction expérience client est une fonction support dans l'entreprise, OK? Elle supporte tous les autres départements. Déjà, en parlant du marketing, par exemple, avant d'aller chercher votre produit, l'expérience client, c'est eux qui savent c'est qui le client, c'est eux qui collectent la voix du client, c'est eux qui ont le parcours du client. Ils savent ce que vos clients pensent de vous. Donc, avant même de penser à créer un produit, ce serait peut-être intéressant pour le marketing de travailler en support avec le département expérience client pour qu'ils sachent c'est quoi que le client recherche. Ça ne sert à rien de créer une orange alors que le client cherche un produit qui est carré. Vous créez un produit rond, puis après, maintenant, il faut faire 1000 marketing pour pousser le produit rond dans le carré du client. Okay? Alors, c'est vraiment une fonction support qu'est le département expérience client. Il supporte le marketing dans sa capacité de créer des produits qui répondent aux attentes du client. Il supporte le département commercial dans sa capacité à atteindre ses chiffres. Il supporte le département juridique dans sa capacité à rendre plus compréhensibles les termes juridiques des contrats avec les clients. Il supporte le département des process pour que les process soient aussi fluides autant à l'interne que pour le client externe. Donc, il supporte tout le monde. C'est mieux que c'est bien que les gens posent cette question-là parce que souvent, ils sont considérés un peu, tout le monde les, les pousse parce qu'on considère qu'ils viennent créer de la bisbille. C'est toujours eux qui disent non et tout ça. Ils apportent de l'information aux autres pour que les autres fassent mieux leur travail. OK, OK. super. Et je vais rapidement répondre à la dernière question de Marie Bikes, qui demande, dans un environnement où les clients recherchent de plus en plus d'instantanéité et d'autonomie, comment les entreprises peuvent-elles offrir une expérience client riche en sens et en émotions sans disposer des outils technologiques avancés tels que l'intelligence artificielle? Alors, il faut partir de la base qui est que l'expérience client, c'est notre capacité en tant qu'entreprise à écouter, à connaître notre client pour répondre à son besoin. Tous les besoins du client ne sont pas réalisables avec l'intelligence artificielle. Okay? Donc, si vous écoutez réellement vos clients, vous comprenez leurs besoins, vous saurez si vous avez réellement besoin d'intégrer de l'intelligence artificielle pour répondre à leurs besoins, si vous avez juste besoin d'un CRM, si vous avez juste besoin d'un chatbot, si vous avez juste besoin d'une application. Donc, l'intelligence artificielle, les gens ont pensé que c'était un saint Graal, là, mais ça ne résout pas tous les problèmes dans les entreprises et ce n'est pas de facto l'endroit où il faut aller pour faire de l'expérience client. OK. Merci vraiment pour cette explication qui est vraiment claire. Nous sommes au thème de cette session. Votre dernier mot, votre mot de fin et peut-être un conseil. Donc, votre mot de fin. On va commencer par Monsieur Médéo. OK, merci beaucoup, Aubin. Donc, le conseil que je peux m'autoriser à donner et qui est tout autant valable pour moi, c'est de toujours prendre en considération le besoin de nos clients. Ça, c'est très important. Il faut toujours prendre en considération le besoin de nos clients. S'il ne nous aide pas tout de suite, il nous aidera demain d'une manière ou d'une autre dans notre feuille de route. Donc, ça, c'est mon conseil. Maintenant, mon mot de la fin, c'est déjà vous remercier pour l'opportunité de partager
un plateau pareil avec Madame Tano. C'est un véritable honneur d'échanger aussi avec vous et de remercier toutes les personnes qui se sont connectées pour discuter de l'expérience client. C'est très enrichissant, c'est toujours très particulier. C'est des choses qui me passionnent énormément. Donc, merci à tous d'avoir pris de votre temps pour participer à cette session d'échange, d'enrichissement et vivement la prochaine session. Effectivement, vivement la prochaine session. Madame Tano. Alors, je dirais que mon mot de la fin, ce serait de dire que l'expérience client, ce n'est pas du copier-coller. Chaque entreprise peut avoir sa propre expérience client. Ne cherchez pas à copier ce que les autres font, ce qui se fait en Occident. Connaissez vos clients dans votre marché, puis répondez aux attentes de vos clients dans votre marché. C'est clair. Alors, je pense qu'au terme de cette session, nous avons vraiment appris que l'excellence client n'est pas la technologie. La technologie est vraiment quelque chose de facilitateur. Et le client est vraiment au centre de l'expérience client. Et l'excellence client, c'est vraiment, service expérience client, c'est vraiment un support au niveau de tous les départements. Merci à nos deux speakers pour cette brillante présentation, les échanges qui étaient vraiment enrichissants. Les questions, je pense qu'il y a d'autres questions, mais vu le timing, n'hésitez pas à pouvoir effectivement, c'est une notion qui est assez souvent assez nouvelle pour certains, qui est méconnue et qui paraît difficile à affronter, à pouvoir en fait implémenter dans leur entreprise. Et c'est dans ce sens que nous avons eu cette idée de pouvoir organiser cette session. Et je pense que nous aurons également l'occasion de pouvoir organiser d'autres sessions sur cette thématique et bien entendu sur d'autres thématiques comme nous avons l'habitude de le faire. Merci à tous les participants qui ont bien voulu être avec nous et merci également à nos speakers, comme je le disais, qui n'ont pas hésité dès qu'ils ont été contactés à pouvoir accepter et pouvoir intervenir sur cette notion. Et nous sommes au terme de cette session. Pour terminer, je dirais aux participants de rester connectés sur les différentes plateformes sociales de ADC, Afrique Development Consulting, parce que chaque mois, nous aurons des sessions, des webinaires sur différentes thématiques afin de pouvoir vous aider à apprendre davantage, à partager vos expériences, mais également à répartir avec des actions concrètes pour pouvoir en fait avoir un impact sur vos différentes entreprises. Rendez-vous le mois prochain. Et pour terminer, nous avons une masterclass qui aura une thématique assez intéressante, qui va aborder plutôt une thématique assez intéressante, qui est le financement des PME. Et pour ceux qui ne connaissent pas le cabinet qui vient de nous prendre en marche, ADC est un cabinet qui est spécialisé dans l'intermédiation et la formation professionnelle continue, basée en Côte d'Ivoire. Merci à tous et je vous souhaite une très belle soirée. Allez, à la prochaine. Bye. Merci à chacun et à chacune. Bye bye. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Cyril. Merci Julie.